Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur Polydomso. Et il faut faire vite. Il faut faire vite. On va commencer tout de suite, les gars. On va pas perdre de temps avec Marlon Moraes. Ouais. Quel combat. Que dire? Ouais. Tellement de choses. Mais après le générique. Oh. Soit. Fatigué mais présent. Mais toujours vif. Ouais. Alors, bien évidemment, Road to 100 G's, petit pouce bleu, petit abonnement, petit L'album album bientôt, ouais. bientôt dans les bacs. En tout cas, on compte sur votre soutien. Alors oui, donc Marlon Moraes, messieurs, nouvelle défaite malheureusement On l'a pour fait le lui. générique. Oui, on a fait le générique. Oh là là, on a fait le générique. Non, c'est pas Polydomso. Donc nouvelle défaite pour Marlon Moraes, mais au prix d'un combat dantesque. Je crois qu'il peut avoir des regrets, Marlon Moraes, quand même, sur ce combat. Il a commencé tellement fort, mais d'une puissance. Enfin, vraiment, les premières minutes, ça y est, c'était une victoire, mais vraiment perfecte pour Marlon Moraes. Enfin, en striking, il a chopé Merabishvili. Ouais. Dashvili. Stérix, moi. Ah non, c'est terrible. Excusez-nous, là, c'est dur. Mais oui, bon. En tout cas, le géorgien de talent. Mais oui. Et en fait, du coup, il l'a chopé, il a réussi à le mettre knockdown, ou si c'était pas knockdown, c'était mais vraiment à deux doigts d'en finir. Ah oui, il était mal. Il était mal, le man. Et en fait, le problème, c'est que, donc, au milieu du premier round, il n'a pas réussi à terminer Merabishvili. Et j'espère que c'est son nom. Mais et du coup en fait le problème c'est qu'il est revenu. Merab Dvalishvili. Ouais. Et non, il s'est accroché. Pour le coup, il a un cœur incroyable, le mec, parce que il prend vraiment tarot sur 2 minutes et il revient. Mais et à la fin du round, on se disait en fait avec Rust en le regardant, c'est putain, je sais pas à qui donner ce round là. Ouais. Parce que comment on score ça en fait? Ça se termine en 2 minutes de grand end-pound ultra violent où tu te dis Moraes il peut être arrêté là carrément. Mm-hmm. Et comment tu scores un round comme ça? Parce que normalement c'est 18 si tu t'en tiens aux 2 premières minutes, mais après les 2 dernières minutes aussi de Merab qui vont dans le sens de Merab, c'est un 18 aussi, donc là pour le coup c'était un 10-10 ce round là à mon sens, vraiment. Et puis à partir de là, Moraes avait plus de cardio, plus de combativité. C'est chaud quand même, hein. C'est vraiment chaud ce qui lui arrive. C'est terrible. Hein. Et le combat est extraordinaire parce qu'il y a ce rebondissement et cet incroyable revirement. Mais pour Marlon Moraes, c'est dur. Sa carrière, elle commence à être dure un peu là. Mais parce qu'il y avait la place, visiblement. Enfin, ou alors peut-être pas. Ou alors peut-être que Merabishvili est peut-être beaucoup trop dur et peut-être que ça passait pas. Et on sait pas, mais en tout cas, il commence à être coutumier un peu des combats Marlon Moraes où il y arrive jusqu'à ce qu'il y arrive plus et qu'il se fasse remonter, mais salement quoi. C'est dur un peu, hein. Mais magnifique de la part du Géorgien par contre. C'est clair. Impressionnant. Donc belle victoire et Marlon Moraes qui plonge toujours un peu plus. On enchaîne avec les heavyweights, enfin peut-être Dan Hooker quand même. Oui. Ouais, moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y avait vraiment pour le coup une classe d'écart entre. Ce qui n'était pas surprenant. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, les deux ont été héroïques dans l'avant-combat parce que franchement, une fight week absolument dingue pour eux. Ils sont arrivés au poids tous les deux. Et ils sont arrivés surtout le jeudi à Las Vegas. Ouais. L'un partait d'Allemagne et l'autre de Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même assez dingue. Maintenant, place au heavyweight. Curtis Blades, le chouchou de l'équipe de la Sphère qui affrontait Jairzinho Rozenstruik, exactement. Donc, il sortait quand même d'une défaite traumatisante. Curtis Blades, défait par KO au 2e round face à Derrick Lewis. Là, il a fait le travail, mais sans plus, avec quand même quelques petites alertes. Ouais, franchement, il est quand même vraiment frustrant à regarder combattre Curtis Blades. C'est dur. Parce qu'il y a des moments, il fait des trucs très très bien. Par intermittence, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, même parfois en lutte, il a de très belles entrées, bien maquillées par son striking, et parfois c'est juste tellement téléphoné quand il rentre en. Mais c'était bizarre. Et pareil en striking, parfois il fait des beaux jabs, il a des feintes, il change de garde et tout. Et il y a des moments, il est tellement sloppy, quoi. C'est vraiment drôle. Enfin, c'est très frustrant à regarder pour le coup parce que Jairzinho, c'est vraiment un modèle emblématique de ce que les heavyweights peuvent produire en fait finalement. Non, mais c'est vrai. tout ce qui va et tout ce qui ne va pas en fait dans cette catégorie. Qu'un mec comme Rozenstruik se trouve quasiment top 5
c'est quand même vraiment problématique parce que le mec, tu lui enlèves son bras avant et on va dire sa solidité et son punch, mais il n'y a rien, quoi. Enfin, je suis dur. Et mais pourtant, il a réussi à se faire surprendre sur le bras avant, sur le dit bras avant. Curtis. Ouais, en fait, non, c'est ça qui est incroyable. Il y a une menace, c'est le bras avant, et il arrive à se faire surprendre plusieurs fois par les contres et tout. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Non, c'est dingue. Et puis, ouais, et puis bon, après, il a été dur, Curtis, parce que quand même, il se mange quand même un genou sauté. Plein de barres, il s'écroule pas sur le truc, il a l'œil à moitié fermé, il termine le combat, donc ça c'est cool, il a montré de la résistance, il n'a pas trop paniqué, parce que d'habitude quand ça commence à tourner chocolat, c'est à ce moment-là où il fait n'importe quoi en fait, Curtis Blade. Et là il a, comme contre Mark Hunt, il est revenu avec des power double. Alors là pour le coup les power double par contre ils sont là, il n'y a pas de problème, c'est des trucs genre bien la tête en avant là comme ça, je te chope les deux jambes, tête dans le plexus et allez vas-y tu pars pour un tour, c'est impressionnant par contre. Non c'est clair, mais voilà. c'est ça, il y a un mais en fait. C'est Curtis quoi, enfin donc. Et je crois que dès qu'il va combattre des combattants qui ont un peu de punch, il y aura toujours un doute quoi. Tu dis ouais. C'est fou hein, quand on y pense. Il a toutes les compétences pour littéralement devenir champion, ce mec. Ouais c'est clair. Mais non. Co-main event, nouvelle victoire de Valentina Shevchenko dans cette catégorie flyweight, toujours plus dominante face à Lauren Murphy. Lauren Murphy, bon, qui voulait créer la surprise. Elle a pris l'eau, elle a quand même réussi à retarder l'échéance. Ouah. Est-ce que c'est Lauren Murphy qui a retardé l'échéance en fait? C'est ça la question. Vraiment, bah pareil là. Bon là c'est parce que je suis crevé, je crois que je suis trop honnête sur ce que je pense. Mais ça a été un putain de calvaire à regarder ce combat. Enfin, c'était un peu dur. C'est horrible, ça m'énerve trop en fait. Parce qu'en fait elle a été tellement attentiste et c'est même, en fait c'est pas forcément patiente parce que le problème c'est que on pourrait dire patiente à propos de Shevchenko en mode ouais mais elle est précautionneuse, elle fait attention etc. Mais en fait le problème c'est que là c'est même plus patient à ce stade, c'est que c'est quoi, c'est 4e round où elle le gagne? 4e round, ouais. Pendant 3 rounds elle n'a, enfin tu vois il y a patient mais où tu construis et où petit à petit tu sens un peu comme un boa constrictor que en fait elle ferme petit à petit toutes les sorties, que ça y est ça c'est inéluctable. Là il n'y avait pas ce côté inéluctable, il y avait ce côté littéralement elle va faire le même enchaînement toute la nuit et ça va suffire. Alors oui, Georges Saint-Pierre aussi, il faisait des Superman jabs toute la soirée, etc. Mais là, il y avait, enfin, je sais pas, c'était juste pénible en fait, parce que tu savais que là, il suffit qu'elle accélère et c'est bon en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'elle ne prend absolument aucun risque. Alors, ça pourrait être regardé de manière positive, mais le truc, c'est qu'elle a Lauren Murphy Lauren Murphy en face d'elle, quoi. C'est pas. Tu vois, c'est quand Georges Saint-Pierre fait ça face à Jack Shield, tu vois, qui est vraiment dangereux, qui peut ou Koscheck, ou bah c'est ça, tu vois. Tu vois, tu comprends, tu vois. Là, c'est putain de Lauren Murphy, il y avait 4 classes d'écart, tu vois. Enfin, oui, je suis désolé, c'est terrible cette catégorie. Il y a Valentina Shevchenko et c'est tout, il y a personne d'autre. Mm-hmm. Et elle a genre 5 classes d'écart et elle attend le 4e round pour terminer. Et en plus, elle termine parce qu'elle la chope en contre, elle voit que la tour s'effondre et c'est à ce moment-là qu'elle accélère. Mm-hmm. Et pas avant, quoi. Parce que franchement, les rounds, tu pouvais les découper comme ça. T'avais Lauren Murphy qui faisait 15 feintes pour un coup qui passait dans le vent. Shevchenko qui attendait pour passer ses contres et qui de temps en temps explosait sur un crochet bras arrière low kick, tu vois, c'était la combinaison qui revenait tout le temps, ou sur un coup de pierre tourné qui fait plaisir aux fans, mais en vrai qui met pas le KO, quoi, tu vois, c'est donc fait chier, tu vois, elle aurait pu terminer ce combat en un round, vraiment, elle aurait pu le terminer en un round, et moi je peux pas, ça me frustre trop de regarder ça, tu vois, Ah non, honnêtement, pendant le combat, c'était pas énervant, faut pas exagérer, c'est vrai, mais on était frustrés, mais à un point où en fait les moments où elle arrivait entre guillemets lay and pray, où elle mettait Lauren Murphy au sol, elle était en, je crois, demi-garde ou un équivalent, et vraiment il y avait juste je marque les points, je gagne le round, mais sans aucun, le problème c'est que juste après on a eu un main event où Ortega, genre au bout de 3 secondes sur son dos, il tentait une soumission des enfers et tout. C'est dur quoi en fait, c'est dur parce que c'est pas comme si c'était Jedrzejczyk où là tu te dis ouais, le problème c'est que si je la laisse s'échapper, il y a un moyen qu'elle fasse un espèce de truc en mode diable de Tasmanie ou je sais pas trop quoi. Là c'est vrai qu'elle maîtrisait tellement tout que vraiment, dès le premier round, on était vraiment en mode ok, là si elle le veut, en 3 secondes c'est bon. Cela dit, elle s'offre le finish face à Lauren Murphy, 2e finish de l'année après celui contre Jessica Andrade. Là la grosse question c'est qui va être la prochaine à affronter Valentina Shevchenko. On a Manon Fiorot, mais il va falloir encore attendre. Mais là, dans l'immédiat, compliqué.
C'est chaud, et en plus c'est vrai que la comparaison est dure avec le combat de Jessica Andrade dans cette soirée qui a terminé, qui a balayé Cynthia Calvillo. Bah là tu vois, bon après c'est pas les mêmes styles de combattants, j'entends, hein, c'est plus une styliste Valentina Shevchenko, mais je suis sévère avec elle parce que c'est évident quand on la regarde combattre qu'il y a genre 3 classes d'écart avec ses adversaires. J'aurais pas qu'elle fasse ce game plan là contre Amanda Nunes, ça me choque moins, tu vois. Ça je peux comprendre, il y a des risques, la nana peut te mettre KO sur un coup et tout, mais là non, clairement pas. Là fallait accélérer quoi. Moi je suis désolé, le règne de Valentina Shevchenko en flyweight, je m'en carre l'oignon quoi, j'en ai rien à foutre quoi. C'est d'une force mais absolue, tu parce vois. Parce qu'à la limite, si son règne ça avait été que des finishes en un round, franchement oui, d'accord, elle avait la même domination sur toutes les filles. Mais au moins, il y avait vraiment ce côté Tyson 85-86 en fait. Non, et puis même à la manière de ce que fait Nunes chez les featherweight, par exemple. C'est ça, c'est le même genre de différentiel au niveau de l'opposition. Sauf que Nunes, tu sais que t'arrives et il va y avoir de la balayette, quoi, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ou ce que faisait Cyborg, justement, Absolument. Dans une catégorie où il y avait qu'elle, tu vois. C'est pas un problème qu'il y ait une catégorie où il n'y a que toi, mais faut que s'il n'y a que toi, tu dois faire le spectacle. Et là, c'était chiant, quoi. Bref. Ouais. Passons. Avançons avec le main event. Dis donc très très dur pour les hommes. Remonter face à Valentina Shevchenko. Le main event. Brian Ortega, Alexander Volkanovski qui s'impose par décision unanime. Brian Ortega, 2e title shot, malheureusement 2e fois qu'il se retrouve défiguré après un combat pour le titre. Là, il a eu quelques moments extrêmement opportunistes comme à son habitude Brian Ortega, qu'il n'abandonne jamais parce qu'en plus il gagne le 5e round, en tout cas selon nous, il y a certains juges qui ont été en désaccord avec ça, mais en tout cas, impressionnant Volkanovski, 20e victoire consécutive en MMA, UFC, autre organisation confondue. C'est une machine quand même, Volkanovski. Machine de guerre. Et pour le coup, il est vraiment sous-coté, le mec, parce qu'on parle presque jamais de lui, et il est impeccable. Il fait pas d'erreur. Moi, je pense que pour le coup, c'est Ortega qui doit c'est cool ce qu'il a. Tu as l'instinct de tueur qu'il a justement, et le fait qu'il se défende pas, il cherche tout le temps à remettre les coups, et il est toujours dedans. Et quand il va au sol, il cherche à se soumettre. Ça fait partie de son game, tu vois. Et c'est ça qui le rend si dangereux et difficile à entreprendre psychologiquement. Et même Volkanovski, qui est pourtant très très dur et qui est très tu vois, c'est un pro, quoi. Tu vois, il se laisse pas avoir par ses émotions. Il était clairement stressé à la fin. Au 5e round, il disait mais en fait, je lui ai mis la misère en ground and pound. Il est toujours là, il avance sur moi. Il y a un truc très déstabilisant avec ça, je pense. Et il était tout le temps en train de regarder le chronomètre, tu vois, en se disant putain, vite que ça se termine parce que là, ça devient chaud. Mais en réalité, je me disais à la réflexion, s'il temporisait un peu plus, s'il avait une approche un peu plus pro Ortega, ben là, même ce combat, il y a plusieurs moments où en allant au sol, si justement il avait peut-être maintenu un peu plus les positions et gardé des positions dominantes plutôt que tenter tout le temps absolument la soumission, parce que à part la guillotine vraiment qui était vraiment bien deep, et là fallait la tenter. Très honnêtement, les attaques en Darkshock, moi j'y ai pas cru une seule seconde en fait, parce que à ce stade du combat avec la transpiration, la fatigue et tout, c'était compliqué. Le triangle encore, ça allait, tu vois, mais il y a plusieurs moments, et notamment dans le 4e round où il se prend une dégelée en ground and pound. Le ground and pound, c'était flippant parce qu'en plus la tête rebondissait. Alors la tête rebondissait, et quand elle rebondissait pas, en gros, c'était entre le sol et grosso modo, ça rebondissait pas, mais parce qu'il y avait pas de place en fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'était en plus un ground and pound. Tu sais, c'est pas un ground and pound où un peu comme faisait Fedor, mais encore Fedor c'était surpuissant aussi, mais disons où tu as les 2 genoux au sol et boum, et tu te relèves de temps en temps, t'en mets un, t'en mets 2. Là, c'est du ground and pound où il est sur ses appuis en fait. C'est-à-dire que c'est un ground and pound où il peut générer un couple avec ses hanches qui fait que c'est dévastateur. Respect à Ortega, mais là il a pris mais dur, archi dur quoi. C'est un guerrier, de toute façon ça s'est même plus à prouver, on le sait depuis le combat contre Max Holloway. Mais là c'est compliqué quand même pour. Alors après, moi je suis déçu aussi d'un truc, c'est que on avait vu contre Korean Zombie un Brian Ortega dont on pensait que c'était le 3.0. On avait dit dans la preview que c'était peut-être aussi parce que c'est facile de briller contre Korean Zombie qui est très attentiste et qui ne propose pas forcément grand chose jusqu'à ce qu'il t'éteigne, ou en tout cas qu'il essaye. Et là, on a pour moi retrouvé un Brian Ortega comme il était contre Max Holloway en fait. Et c'est là où je suis un peu déçu, c'est que
il s'est encore une fois reposé énormément que sur son anglaise. Il n'y avait pas tout le jeu hyper varié et complet et intelligent dans la construction du combat qu'on avait contre Korean Zombie. En plus de ça, Polydome ça va en parler, mais au niveau de la défense, on retrouve effectivement ce qui était contre Max Holloway, c'est-à-dire pas de mouvement de tête, c'était pas forcément intelligent en fait ce qu'il faisait. Et juste, j'étais un peu déçu d'avoir eu cet avant-goût d'une version incroyable de Max Holloway qu'on aurait pu avoir. Brian Ortega. Et là, peut-être effectivement aussi déstabilisé par les feintes, par la vitesse de Volkanovski, etc. Mais il a pas livré. Il a été cueilli un petit peu dès le premier round. Ah ouais, je crois qu'il a pas vu le truc venir. Le mec est arrivé comme un éclair en fait, Volkanovski. Mais c'est ce que j'allais dire, plus que attentiste, je pense que Korean Zombie, la différence c'est qu'il est direct dans son approche. Il n'y a pas trop de feintes. Ouais. C'est simple, pas simpliste, c'est pas la même chose. Mais du coup, tu sais à quoi t'en tenir. Et comme franchement, moi je pense que c'est son gros défaut à Ortega, c'est sa défense en striking, il prend beaucoup trop de coups. Ouais. Et le truc, c'est contre Korean Zombie, comme il savait, il pouvait anticiper, il pouvait à peu près esquiver avec son déplacement et tout. Là, les feintes, mais c'est City Kickboxing, quoi. Elles sont tellement belles, les feintes. Et là, de pour Volkanovski. le coup, à la différence de ce que faisait Lauren Murphy contre Valentina Shevchenko, il y avait 15 feintes pour 0 coup. Là, tu avais peut-être 2 feintes pour un coup qui étaient bien placées. Et c'est ça l'art de la feinte, tu vois. C'est alterner entre attaque bien franche, bien marquée, et la feinte. Et à la fin, tu sais plus à quel sein te vouer. T'es paumé, tu vois. Et c'est vrai que là, pour le coup, passer le déplacement, il n'y avait plus de défense et chaque coup, il les prenait, quoi. Et ça, c'est un échange. Il y a beaucoup d'adversaires d'Ortega qui abandonnent cet échange parce qu'Ortega, il cogne fort. Et en fait, sa défense, c'est que quand il prend un coup, il t'en met un immédiatement après. Mais là, en fait, Volkanovski, c'est ça, tu vois. Donc, il était gagnant dans les échanges. Il y avait beaucoup de moments où Ortega, il remisait dans le vent aussi, tu vois. Donc c'était... Non, mais il y avait vraiment des flashbacks du combat contre Max Holloway. C'était impressionnant, quoi. Avec, oui, de temps en temps, quand il touche, c'est vrai que ça fait mal. Mais c'est clair que dans la totalité du truc, il y avait vraiment, il était un peu à l'eau, quoi. Et puis même en termes de dommages reçus. Là, selon toute vraisemblance, pour Alexander Volkanovski, la suite, c'est le vainqueur du choc entre Max Holloway et Yair Rodriguez. Pour Brian Ortega, on peut se poser la question, là, vous dites peut-être changer d'équipe. Qu'est-ce qu'il peut faire exactement ? Parce que là, on a l'impression de revenir 3 ans en arrière. Mais c'est ça, moi, qui me fait peur, en fait. C'est que là, contre le Korean Zombie, on était tellement remplis d'espoir et de félicité, parce qu'on se disait, ça y est, ce qui lui a toujours manqué, et il le disait lui-même, une équipe, une stratégie, des plans, et construire, avoir un jeu complet. On l'avait vu contre Korean Zombie, et là, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que, oui, c'est dû peut-être à Volkanovski, sûrement, mais n'empêche que, et ça veut dire donc que ça ne fonctionne plus face aux mecs aux derniers échelons, quoi. Et donc j'ai du mal alors c'est pas les mêmes styles, mais donc j'ai maintenant même du mal à me dire une revanche contre Max Holloway, il y a des chances aussi que ça fasse comme le combat d'avant. Donc en fait c'est un peu compliqué parce que le changement de camp radical, il l'a fait. Le fait d'arriver avec des entraîneurs qui construisent un game plan, une intelligence de combat, une intelligence dans l'entraînement, il l'avait. Et on en est là. C'est ça qui est un peu chaud, en fait. À la limite, moi, je dirais bien, pourquoi pas Giga Chikadze, parce que du coup, il est sur la pente montante. Ouais, c'est pas faux. Ça pourrait faire un combat où si Giga Chikadze gagne, il a quand même gagné contre un gros nom et tout ça. Qui est 8ème de la catégorie. Ouais, mais j'ai juste peur que si Ortega perd, c'est chaud, tu vois. Là, on a un espèce de Cody Garbrandt de points de la catégorie d'au-dessus, quoi. C'est encore pire, parce que moi, Cody Garbrandt, tu vois, quand il perd par KO, c'est rapide. Là, quand même, les dégâts qu'il prend, Ortega, moi j'ai peur pour lui. Parce que... Et c'est vrai que Giga Chikadze... Ouais, c'est dur aussi. Les crescent kicks, les machins, tu vas dérouiller pendant autant de rounds, en fait. Non, mais même pendant le combat, il y a plusieurs moments, je pense, où le combat aurait pu être arrêté. Et franchement, c'est parce que c'était Herb Dean et que Herb Dean, il a pris un peu un tournant Yamazaki là, récemment. Laxiste. Ouais, où il laisse un peu le truc se dérouler, mais... Il y a plusieurs moments, même à la fin du 3e round, où il reste allongé au sol, il se relève pas en vrai, où tu as même le moment qui était très bizarre, où tu avais le docteur qui lui demandait combien de doigts il avait, et lui il parlait avec Herb Dean, enfin c'était très très chelou. Il commence par dire combien j'ai de doigts. Il en montre 4, ensuite 3, ensuite 1, et c'est quand il en montre 1 que Brian Ortega répond bien. Non, mais c'est un truc de ouf. Et il y a eu tous ces moments en début de combat, enfin en début de round, entre le round 3, 4 et 5, où on lui rajoutait des secondes. Et en réalité, je pense que normalement, il n'arrivait pas jusqu'au round 5, en fait, Ortega. Et c'est cool, tu vois, ça fait plaisir, tu vois, qu'il ait ce cœur vaillant. Et en plus, il gagne le round 5.
Peut-être que je revois le combat, mais il me semble, Non, en il tout me cas, semble aussi, hein. qui fait reculer d'ailleurs Volkanovski sur tout le round. Mais en vrai, c'est pas. Là, c'est un peu, ça me fait penser, bon, toute proportion gardée, ça me fait penser un peu Fedor contre Maldonado. Où tu te dis, bon, il gagne les 2 autres rounds, mais en vrai, putain, il devrait pas prendre ça, tu vois, contre Maldonado. Et là, ce qu'il a pris contre Volkanovski, c'est trop, quoi. Ouais, c'est parce trop. qu'il y a la vaillance. Et puis à son âge en plus. Ouais, en plus, il est encore tellement jeune. Et puis vraiment, ouais, il y a la vaillance, mais la vaillance, quand ça te fait arriver à ce stade-là. Pour la deuxième fois de ta carrière. Pour la deuxième fois de ta carrière. Au cours de tes 3 derniers combats. 28 ans. En fait, moi, c'est ça qui me fait super mal au cœur, c'est que j'aurais aimé que Herb Dean ou que le docteur arrête le combat en fait au 3e round, parce que quand il se relève pas, bah là je sais pas quoi dire. Enfin, si il ne se relève, et vraiment il a pris quoi, 20 secondes à se remettre sur son tabouret, etc. C'est ses entraîneurs qui l'ont tiré par le bras. Bah peut-être que si on avait arrêté le combat, les fans n'auraient peut-être pas été contents. Encore que, enfin, comment tu peux je pense, hein, vous me direz, tu vois, mais comment tu peux en tant que fan, si là à la fin d'un round le mec ne se relève pas pendant les 15 premières secondes, pour moi, si l'arbitre arrive et fait ça, je suis en mode aucun problème. Il a eu de la chance en fait, parce que s'il avait pas été dans son corner, je pense que le combat aurait pu être arrêté. Ouais. Le fait qu'il était dans son corner, le tabouret était là, on a fait bon, on se relève et tout. S'il avait dû traverser l'octogone pour rejoindre son corner, je pense qu'il y serait pas arrivé. Parce que lui, il était allongé au sol et c'est terminé. Il était perdu. Il était perdu, ouais. C'était chaud, quoi. Enfin... Et c'est ça, et bah, comme tu disais, Guillaume, le problème c'est qu'à 27 ans, à 28 ans, je sais, 27-28, jeune, sur ces 3 derniers combats, il finit dans des états pareils. En vrai, c'est ça qui fait le plus flipper, c'est ce que ça va donner après. Et le problème, c'est que là, on lui a rajouté 2 rounds qui auraient pu être évitables. Alors oui, ça nous permet de dire quel guerrier incroyable, et c'est sûr, on le savait, mais c'est sûr, quel guerrier, c'est de la folie. Le fait qu'il gagne le 5e round, on n'en fait pas des gens comme ça n'existe pas. Mais c'est compliqué pour dans 20 piges en fait, quoi. À suivre en tout cas pour Brian Ortega. Là on espère qu'il va prendre un petit peu le temps de se poser, comme contre Max Holloway, qui n'aura pas ensuite de blessure qui va retarder son retour. Bien, donc c'était l'UFC 266, le récap de l'événement by le trio des enfers. Big shout out my sweet pea, my sweet protein, 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous les avez vus toute la soirée. Puis Tsumi qui s'occupe de notre superbe déco. Allez, see ya. Bonne nuit, bonne journée, bonne fin de week-end, à la prochaine.